Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5, série Post numéro 321 déjà. Eh oui. Donc, Olivier Besancenot, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis ravi de recevoir aujourd'hui le seul homme politique à progresser dans les baromètres. Politique, vous savez, les sondages, là, que vous lisez attentivement quand même. Hein. Bon, le seul homme politique à progresser, celui qui incarne le mieux l'opposition, pour 30% des sympathisants de gauche, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et celui qui est toujours le porte-parole de la future ex-LCR ou de l'ex-future LCR. Je ne sais pas comment on doit dire ça. Toujours porte-parole de la LCR pour l'instant. Enfin, bientôt, ça ne s'appellera plus LCR, on va y revenir. Hein. Et oui, j'ai bien dit ex-LCR, nous allons nous relooker tout ça. Et le nom et peut-être le reste avant la fin de l'année. Bon, il faudra nous expliquer si c'est juste du marketing. Je sais que vous allez me dire non, mais je vous pose la question. Un peu, vous savez, comme les treats de mon enfance. Il y avait des treats, c'était des petites barres chocolatées. Maintenant, on appelle ça MMS. Je sais pas. Alors, si c'est un changement d'emballage, ou si c'est plus profond que ça, ou si c'est plus sérieux. Nous parlerons de vous, de l'avenir de votre mouvement, de la gauche de demain et de l'Europe. L'Europe, et finalement, ça sera, oui, en principe, hein, sans référendum, sans rien, comme ça. Juste un vote par le Parlement et le Sénat réunis demain à Versailles. On révise la Constitution et le traité rejeté par les Français à 55%. En 2005, sera adopté, sauf coup de théâtre, sous une forme dite simplifiée. Alors, nous parlerons aussi, troisième sujet, de la Société Générale, car, comme ça, une intuition me dit que cette affaire, ce scandale vous inspire. Puis nous rejoindrons pour débattre de toute cette actualité un socialiste qui avait fait campagne pour le non au traité en 2005, mais nuance, il prône maintenant le oui. C'est Vincent Peillon, député européen, proche de Ségolène Royal. Nous allons rejoindre aussi quelqu'un qui n'est pas de vos amis, immédiats en tout cas, Bruno Gollnisch, député européen aussi, et délégué général du Front National. Toujours fidèle au non, comme vous pourtant, mais il est même sans état d'âme sur le non. Un fervent partisan du oui, européen convaincu mais désenchanté, Jean-Louis Bourlange, ancien député européen, autrefois proche de François Bayrou, qui se présente aujourd'hui comme un centriste indépendant. Le politologue Dominique Régnier, plutôt sévère avec la France du non, et avec vous d'ailleurs, Olivier Besancenot, il a sorti un livre qui s'appelle L'extrême gauche moribonde et renaissante, vous allez me dire d'ailleurs, c'est moribonde ou renaissante ou pas du tout, ni l'une ni l'autre. Il est aussi auteur du Vertige social nationaliste. Donc, et le jeune écrivain aussi, Camille de Toledo, auteur d'un livre miroir de sa génération, archimondain joli punk, et aussi du Vie et mort d'un terroriste américain. Donc voilà, on va débattre de tout ça après, mais d'abord j'ai envie de vous poser une question carnet blanc, quoi. Je vous sens réjoui, je vous sens ému peut-être, je ne sais pas. C'est l'émotion que procure chez vous le bonheur de notre jeune marié de président. Comment vous ressentez ça comme quelque chose dont je me fous passablement, en fait, voilà. Vous en foutez ? Oui, je pense que c'est sa vie privée. Il y a toute une discussion aujourd'hui, ça occupe beaucoup l'actualité, une nouvelle fois, mais je pense que pendant ce temps-là, il y a des vrais sujets dont on parle peu. C'est celui plus que du mariage d'un enterrement qui est programmé en effet pour demain, qui est celui de l'idée même d'une Europe vis-à-vis des couches populaires. Pendant qu'on fait pas mal de unes médiatiques là-dessus, en effet, plutôt en loose day, il y a un traité constitutionnel, comme vous l'aviez dit, qu'on a rejeté massivement en 2005, qui risque de passer par voie parlementaire et donc finalement comme un coup de force, quoi, sans qu'on en parle de trop. Donc moi, les histoires de vie privée, etc., m'intéressent. Mariage en loose day aussi. Hein. En loose day, dans l'intimité. Enfin, moi, tout ce qui est sur la forme, en fait, ça m'intéresse assez peu, quoi. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt sa politique. Je ne fais pas partie de ceux qui ont critiqué Sarkozy sur la forme depuis le début, hein, mais plus sur le fond. Je pense qu'il y a un piège, d'ailleurs, c'est qui nous tend aisément à gauche, et c'est de nous dire, allez-y, critiquez-moi sur la forme. Voilà. Bon, on sait qui il est. Enfin, moi, c'est pas une surprise, hein, que c'est quelqu'un qui s'assume, toutes ses frasques, etc. Quelqu'un qui est dans son camp, social et politique, il s'assume. Bon, pour moi, c'était pas une nouveauté. On transmettra vos vœux au président. Voilà, absolument. Je le ferai, c'est pas loin. On ne sera pas témoin ni à son mariage, ni à l'enterrement de l'Europe sociale et démocratique pour laquelle on se bat, d'ailleurs. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer sur l'Europe, hein, si vous voulez bien. Pour vous, c'est au choix, comme ça, un déni démocratique, un tour de passe-passe. Honnêtement, les anciens partisans du non ne sont plus tout à fait audibles. Je sais que vous avez manifesté hier. Hein, oui, puis vous allez recommencer. On sera de nouveau demain devant la réunion du Congrès, c'est-à-dire la réunion du Parlement et du Sénat qui fera donc passer ce traité-là. Non, c'est un vrai coup de force.
C'est un vrai coup de force. Il faut que les gens le comprennent. Je veux dire, c'est la question de la souveraineté populaire qui est en jeu. En général, ce que le peuple a décidé, il n'y a que le peuple qui a le droit de le défaire. Mais alors, quel est ce silence? Comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus? Enfin, que fait-on du vote de 55% des Français? Nous, on cherche à la trappe comme ça? Nous, on cherche à le faire respecter, d'abord en réapparaissant et en expliquant en quoi c'est un scandale démocratique. Et puis, je crois que quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe demain, il ne restera pas rien du vote du non, puisque à chaque fois qu'on a demandé l'avis au peuple, en tous les cas en France et aux Pays-Bas, le peuple a dit non. Ça veut dire que les politiques libérales qui risquent d'être coordonnées dans le cadre de cette Europe du nouveau traité, qui est finalement l'ancien traité, ne se feront pas en notre nom. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une directive européenne très concrète pour libéraliser le service public postal, pour s'attaquer au livret A en cassant le monopole, en libéralisant l'énergie, j'en passe et des meilleurs, on aura au moins le droit de dire, pour ceux qui sont en bas, ceux qui résistent, on pourra dire à la fois à nos employeurs et à la classe politique qu'ils ne le font pas en notre nom et qu'ils ne sont pas légitimes pour le faire. Et je crois que c'est important. C'est un vrai coup de force, d'autant plus que Sarkozy a jamais dit dans sa campagne, contrairement à ce que j'entends ici ou là, qu'il allait passer en force sur cette question-là. Et Ségolène Royal aussi a dit « je ferai, moi, un référendum si j'étais élu ». Voilà, et c'est là où les choses se compliquent un petit peu, puisque, en fait, c'était pas du tout, et ça reste aujourd'hui encore, théoriquement, pas une bataille perdue d'avance, puisqu'il faut les 2/3 pour que ça passe à la réunion du Congrès, c'est-à-dire qu'il leur faut 545 voix. Ce qu'a pas en tant que tel la majorité présidentielle, il leur manque 8 voix pour le faire. Or, tous les candidats de gauche, au moment de l'élection présidentielle, s'étaient en effet engagés à dire il n'y aura pas de nouveau traité sans nouveau référendum. Vous pensez que ça ne fait pas jouer? Voilà, théoriquement. Donc, c'est-à-dire que la balle est dans le camp de la direction du PS. J'allais dire quoi qu'il pense. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure avec Vincent Payon. Mais en tous les cas, Ségolène Royal a fait cette promesse-là. Donc, ils ont la chance que, sans être élus, ils pourraient même appliquer leurs propres promesses. C'est-à-dire très concrètement, en votant contre, et ben voilà, il y aurait de fait un référendum. Or, le traité qui va passer est le même traité que l'ancien, on va en parler tout à l'heure, j'imagine. Il est simplifié que de nom pour vous? C'est la procédure antidémocratique qui est fortement simplifiée. C'est un coup d'État simplifié comme il faut. Coup d'État? Oui, franchement, je le dis, sur cette question-là, sur la question de l'Europe. Et c'est une responsabilité plus lourde encore. Hein. Ceux qui s'apprêtent finalement à ne pas voter contre, soit en s'abstenant, soit en allant faire pipi, soit en ne prenant pas part au vote, c'est-à-dire ceux qui ne s'apprêtent pas à voter contre, prennent le risque de discréditer un peu plus encore l'Europe dans les couches populaires. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, l'idée de l'Europe est de plus en plus, je dirais, discréditée dans le quotidien de millions de personnes, parce que ça correspond à des licenciements, à de la précarité, à du chômage, à des services publics qui sont cassés. Et le problème, c'est de savoir ce qu'on en fait. Donc à un moment donné, voilà, on a une Europe qui est faite pour l'instant pour les mouvements de capitaux, pour la monnaie unique, l'Europe de Schengen avec des forteresses, et l'Europe sociale, elle ne vient jamais. Ça va péter? Non, ça ne pète pas comme ça d'un claquement de doigts, mais en tous les cas, il y a une bataille qui va continuer, au-delà même de la manifestation de demain qui aura lieu devant le Congrès sur les questions européennes. Il y aura la présidence française de l'Union européenne, il y aura la bataille irlandaise du référendum, et puis il y aura différents forums sociaux européens, c'est-à-dire que la coordination des différents mouvements de résistance à cette Europe-là, elle va continuer, et elle va continuer à chercher à définir ensemble ce que pourrait être une autre Europe, qui soit une Europe faite par et pour les peuples, ce qui est tout le contraire de ce qui nous est représenté une nouvelle fois. Le scandale de la Société Générale, c'est, si j'ose dire, du pain béni pour l'anticapitaliste aux racines chrétiennes que vous êtes. Hein. Mais tout le monde aujourd'hui dénonce le système financier mondial, de Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy. Ils dénoncent tous le système financier. Ça vous réjouit? Qu'ils le dénoncent tous. Ça veut dire qu'il y a une discussion au moins sur le système capitaliste en tant que tel, de façon globale, qui était plus ou moins interdite il y a quelques mois. Snow sort du corps de Sarkozy. Oui, voilà, enfin, toute proportion gardée, parce que comme je l'ai expliqué, Nicolas Sarkozy... abolir, changer, transformer... Moraliser. Mais Sarkozy, comme moralisateur du capitalisme, voilà, personne n'y croit. Même Nicolas Sarkozy, qui flingue quand même 63 conseils pour les prud'hommes. Alors, il y a beaucoup de salariés qui pensent qu'il en manque, des conseils de prud'hommes, et qui, dans le même moment, s'apprêtent à revoir le droit des affaires, c'est-à-dire faire en sorte que les patrons voyous, comme ils le nomment de temps en temps, ne soient même plus traduits devant la justice. Donc pour quelqu'un qui veut moraliser le capitalisme, il se pose là. Mais par contre, la Société Générale, c'est vrai que c'est une leçon de choses sur cette espèce d'opacité totale qui règne, pas simplement à la Société Générale, mais dans le système bancaire. Vous n'allez pas dire que vous voulez la transparence, comme eux d'ailleurs. Ils veulent tout ça. Non, mais moi j'explique comment on l'obtient, la transparence. C'est la différence entre les mots et les actes. Pour qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait du contrôle. Et pour qu'il y ait du contrôle sur les salariés, par les salariés et par la population sur le système bancaire, la population, je vais voir les comptes de la Société Générale. Eh ben oui, il faut publier. Je suis pas d'accord avec vous, Bouton. Moi, je suis pas d'accord. Eh ben oui, mais pourquoi pas? Quel serait le problème? Je pense que par exemple, les 7 milliards perdus par la Société Générale,
je pense que les salariés de la Société Générale seraient heureux de savoir ce que ça pourrait faire en termes d'augmentation de salaire, par exemple. On a fait le calcul, ça ferait 56 000 euros par agent. On doit publier les livres de compte, on doit lever le secret bancaire le cas échéant, parce que c'est aussi une réponse politique en termes de droit d'ingérence dans l'économie privée à la crise financière. Parce que ce n'est pas que le problème de la Société Générale. Le gros problème de la crise financière et économique actuelle, c'est que les banques ne se prêtent plus les unes aux autres parce qu'elles n'ont plus confiance. Oui. Et je crois que cette opacité, c'est aussi le bilan des privatisations des banques, et c'est pour ça que nous, on est favorable à un service public bancaire qui soit sous le contrôle. En 81, en gros. Ce qu'avait fait la gauche. Disons que nationaliser, ça ne suffit pas. Parce que je suis trop bien placé pour savoir que dans une entreprise d'État nationalisée, la Poste, on peut parfaitement être exploité par son patron, celui de l'État en l'occurrence. C'est pour ça qu'on parle de service public, où le problème de la transparence de son fonctionnement soit posé et du contrôle par ses salariés et la population soit également posé. Et je crois que c'est une question qui se pose y compris à l'échelle européenne. Parce qu'il n'y a pas que le scandale de la Banque Centrale Européenne, dont on va discuter de son indépendance, mais aussi de la nécessité d'un service public bancaire européen pour répartir les richesses, pour contrôler ces richesses et savoir où va la comptabilité des différents grands groupes. Vous avez totalisé 4,8 à la dernière présidentielle, soit 1 500 000 électeurs. Adieu, Marie-Georges Buffet, Arlette Laguillet. Vous êtes dans le peloton de tête des personnalités, je le disais, les plus appréciées des électeurs de gauche. On connaissait... Ça va vous agacer, mais ça fait rien. On connaissait les géos du club méditerranéen. Avec vous, on a découvert le GR, gentil révolutionnaire. Vous êtes une figure, vous savez, comme on dit dans les bouquins, attachante et pittoresque de la vie politique. C'est une chance ou une malédiction, ça? Ça vous énerve d'être si peu redouté? Ça me passe au-dessus de la tête, en fait. Ah bon? Je ne cherche pas ni à faire particulièrement plaisir, ni à faire peur. Je me bats pour que nos idées soient de plus en plus majoritaires. En tous les cas, ça, j'en suis sûr. Donc les sondages dont on parle, le seul inconvénient, c'est qu'on parle rarement de nos propositions politiques, si elles sont populaires ou pas. Augmenter les revenus de 300 € net par mois, légiférer de façon efficace pour interdire les licenciements, développer le service public. Moi, j'aimerais savoir si ces idées sont majoritaires. Nous, on n'a pas de retour de tout ce qui se passe dans la société, parce qu'on reste une petite organisation. Mais on sent qu'on est quand même jugé de plus... On est 3500, donc c'est petit, comme organisation, on n'est pas partout. Mais là où on est présent dans les résistances, pas simplement pour riposter au coup par coup à ce que fait Sarkozy et le MEDEF, mais aussi pour apporter des réponses différentes et alternatives. Quelle résistance? Sans tortiller. Par exemple, là où j'ai pensé par exemple au dernier mois, celle des régimes spéciaux, où on n'a pas fait simplement qu'être à la fois dans le mouvement de grève pour ceux qui étaient cheminots de la LCR, pas simplement être solidaire en tant qu'usager, mais on a essayé d'expliquer qu'il y avait une autre réforme qui était possible que celle du gouvernement, qui lui tirait vers le bas la législation sociale en nous faisant travailler plus longtemps. Nous, on pensait qu'il y avait une autre réforme possible, qui consistait à niveler vers le haut, à 37 annuités et demie pour tous, départ à la retraite à 60 ans, avant pour les métiers les plus pénibles, et il y en a dans le bâtiment, chez les pompiers et d'autres, et que ça représente 0,37% du PIB annuel, d'après le Conseil d'orientation des retraites, en incluant la question du vieillissement de la population, c'est-à-dire 8 ou 9 milliards par an. 8 ou 9 milliards par an pour faire le système de retraite équitable et égalitaire qu'on propose, c'est déjà 3 fois moins que les exonérations de cotisations sociales qu'on fait aux plus grands groupes au nom de la politique de l'emploi, alors qu'il y a toujours autant de chômeurs. Mais cette image, donc, de jeune homme bien, un peu le genre idéal, comme ça vous agace pas? Mais je vous dis, moi, l'image... Vous en foutez, c'est comme le mariage en tous les cas, moi, je réponds pas là-dessus, parce que s'il y en a, je sais qu'il y en a qui vont vouloir commenter ça, qu'ils le fassent. Je me rappelle une fois de plus de 2002, j'ai flirté avec 1% dans les sondages pendant pratiquement un an, un peu moins d'1%, et on m'expliquait que c'est parce que j'étais jeune et j'étais facteur que je faisais moins d'1%. C'était une question d'image. Puis c'est les mêmes qui m'ont expliqué que si j'avais fait déjà à l'époque plus de 4%, c'est parce que j'étais jeune et j'étais facteur. C'était qu'une question d'image. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe autour de la LCR et notre proposition de nouveau parti si on ne comprend pas qu'il y a quelque chose qui se passe en profondeur dans la société, qui a une radicalisation. La politique de Sarkozy et la politique, je dirais, de libéralisation en général, elle exaspère. Elle provoque, je dirais, de la colère dans une partie du monde du travail et de la jeunesse. La nouvelle génération militante dont on parle, nous, c'est pas simplement les jeunes étudiants qui ont pu manifester au moment de la loi d'autonomie des universités. C'est aussi ce qui se passe dans les quartiers populaires, avec des collectifs qui voient le jour, qui font de la politique. Et puis, c'est des jeunes salariés qui sont dans les entreprises. Ceux et celles, par exemple, qu'on a vu faire grève sur la question du commerce. Les caissières. Là, les caissières. Le nouveau prolétariat, les nouvelles classes. Absolument. Et je crois que c'est important. Je crois que c'est très important de comprendre ça. Qu'en effet, il y a un nouveau type de salariat qui voit le jour, qui s'est rajeuni, qui est plus diplômé, qui s'est féminisé. Qui se reconnaît dans la ex-future LCR. C'est pas question de se reconnaître mais qui a eu un engagement nouveau, des expériences collectives nouvelles. Et je crois que nous, on connaît déjà plusieurs figures, plusieurs visages. Et c'est aussi pour ça qu'on veut faire un nouveau parti. C'est pour donner la parole, le pouvoir même, à toutes ces figures qui résistent au quotidien, mais qui manquent, je dirais, d'un correspondant politique. Mais d'un correspondant politique, d'un outil politique. Absolument. Parce que qu'est-ce qui vous gêne dans la Ligue communiste révolutionnaire? C'est Ligue, c'est communiste ou c'est révolutionnaire? Mais moi, il n'y a rien qui me gêne à la Ligue communiste révolutionnaire. Sinon, je ne serais pas porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire. Simplement, pourquoi changer? Parce qu'on a changé de période.
Voilà, je pense que la période historique qui avait été ouverte par la révolution russe en 1917, le siècle passé, s'est définitivement refermée en 89 avec la chute du mur de Berlin, la restauration capitaliste dans les pays de l'Est, et qui dit une nouvelle période, dit nouveaux programmes, dit nouveaux partis. Non, c'est pas une question de mots, c'est pas une question de communication. Non, mais je dis ça parce que nous, on s'est posé le problème à l'LCR à plusieurs reprises, dans la transparence d'ailleurs, de changer de nom simplement. On n'y est jamais arrivé parce qu'on butait sur un problème plus substantiel, c'est qu'est-ce qu'on met à la place. Et on s'est rendu compte que c'était pas qu'un problème de marketing, c'est un problème plus substantiel de refonder, de réinventer un nouveau projet de société, le socialisme du XXIe siècle. On est conscient qu'on repart de très loin, qu'il faut reconstruire un mouvement social, réhabiliter à l'intérieur un projet anticapitaliste en faisant la démonstration que le socialisme et la démocratie ne sont pas contradictoires, et on n'a pas la prétention qu'on pourrait refonder tout ça tout seul. Donc nous, on est prêt à tourner une page de notre propre histoire, on ne veut pas renier notre histoire et notre héritage, mais on est prêt à écrire une nouvelle page avec d'autres courants, d'autres histoires, d'autres traditions, parce que je ne crois pas qu'il y ait un seul courant révolutionnaire à l'échelle du siècle passé qui puisse prétendre avoir fait la synthèse de tout ce qui s'est fait. Mais vous avez une autre idée, par exemple, de nom. Moi, je vous en propose l'Olivier Rouge, les Amis de la Poste, Franchise Postale, le Cercle des Trotskistes disparus, Relooking extrême. Il y en a un qui vous plaît ? Écoutez, je vous propose de rentrer dans le cadre du processus constituant qu'on va faire. C'est un terme un peu barbare, mais que je vous donne mes noms ? Oui, non, mais ça sera plus que ça parce qu'il faut s'engager de façon militante, pas simplement donner un nom. Mais pour l'instant, il y a autant de propositions de noms que de militants. Mais surtout, plus important, on a décidé de ne pas s'engueuler d'abord sur cette question-là. Le nom, ça sera super important. Les gens vont retenir ça. On veut faire un congrès de fondation d'ici la fin de l'année 2008. On aimerait d'abord, si c'est possible, s'engueuler sur le programme et sur le fonctionnement pour se mettre d'accord là-dessus. Avant de parler du nom. Voilà. Et dans les collectifs qu'on a décidé d'impulser partout depuis notre congrès, il y a des militants de la LCR. Il y a des militants d'autres organisations politiques qui ont pu faire campagne pour d'autres candidats que moi aux dernières élections par exemple, les militants de LO, des militants du PC, des militants socialistes. Mais d'abord et avant tout, il y a des militants qui ont pour l'instant aucune organisation politique, qui ont un engagement syndical dans une entreprise, qui peuvent avoir un engagement associatif dans une cité, dans un quartier populaire, qui pensent que lutter localement, ça ne suffit pas, et que l'heure est venue de se représenter soi-même. Donc le processus constituant, c'est discuter de tout ça dans ces collectifs qui vont se réunir au mois de juin, et d'ici là, la LCR, elle sera présente dans les mobilisations sociales qui vont continuer contre Nicolas Sarkozy. Parce qu'on parle beaucoup d'élections, mais il n'y a pas que les élections dans la vie. Et je crois que sur la question des salaires, il y a des luttes qui vont continuer et on sera de nouveau présent dans ces luttes-là. Vous savez, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de vous cette nuit. C'était étrange, hein. Vous feriez un nouveau premier secrétaire du PS idéal, au fond. Certes, un PS légèrement relooké, hein, bon, d'accord. Ils font appel à un cabinet de chercheurs de tête, d'ailleurs. Ils en cherchent un jeune, moderne, juste un peu à gauche, mais pas trop, ça passera. Et puis, vous ne seriez pas le premier trotskiste à finir socialiste, hein, ça va. Et puis, ils cherchent, alors, vous pourriez peut-être accéder au pouvoir quand même, hein, et faire passer vos idées. Ce ne serait pas si mal, après tout. Ou alors, vous avez une peur terrible de les faire passer. Vous avez rêvé de ça cette nuit ? Oui. Je vous trouvais un peu torturé. Non, faut pas rêver de ça. Faut pas rêver de ça. C'est pas mon rêve dans la vie, hein, de reprendre la direction du PS. Ça ne va pas d'être un parti qui peut gouverner. Ah, mais moi, mes idées, j'ai envie qu'elles gouvernent. Oui. Moi, je ne suis pas un loser, mais moi, j'attends rien de la direction du Parti socialiste. Parce que Ségolène Royal, elle a dit ceux qui ne sont pas pour l'Europe peuvent aller dans un nouveau parti, peut-être chez vous. D'abord, pour que vous puissiez dormir tranquillement la nuit prochaine, je vais essayer de vous expliquer. C'est que je suis rentré en politique quand le Parti socialiste était au pouvoir. Et je n'ai pas compris que la gauche au pouvoir puisse faire une politique de droite. Donc je suis parti de ce bilan-là. Et puis moi, contrairement à d'autres, j'ai lu le programme du Parti socialiste au moment des élections présidentielles. C'est vous. Et je le lis encore. Donc je sais ce qu'on peut faire ensemble et ce qu'on ne peut pas faire ensemble. On devrait pouvoir faire plus ensemble face à la droite et résister ensemble. On leur a d'ailleurs fait, à la direction du PS, comme à tout le monde, des propositions unitaires pour être ensemble, au moment des régimes spéciaux, comme on l'avait fait au moment du CPE. Ça aurait été utile. Ça vous paraît bien pour faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais faire basculer l'opinion dans le bon camp, sur tous les prochains sujets qui nous attendent, ce serait important. Parce que le gros problème avec la direction du PS, c'est ça. C'est qu'ils sont très anti-Sarkozy et très anti-MEDEF quand les élections municipales arrivent. Ils sont plutôt aux abonnés absents depuis plus de 6 mois, quand il s'agit très concrètement d'aller au carton face au gouvernement, sur les centres de rétention, sur le logement, sur les régimes spéciaux ou la loi d'autonomie des universités. Donc sur les propositions alternatives globales, je ne me retrouve absolument pas dans le programme du PS et je pense qu'il y a en effet 2 grandes orientations politiques à gauche. Une orientation qui est celle du PS, qui s'accommode de l'économie de marché. Là aussi, j'ai lu leur colloque, j'ai regardé leur bilan. Ils ont dit, grand scoop, on est pour l'économie de marché, on l'avait déjà vu au pouvoir, mais au moins, ils ont eu l'honnêteté de le dire. Et puis, il y a une autre gauche, nous, qui cherchons à faire en sorte qu'on sorte de l'économie de marché. Moi, je n'ai pas de réponse clé en main sur tout. En effet, pas de projet de société ficelé, mais ceux et celles qu'on veut regrouper dans ce nouveau parti, c'est ceux et celles qui veulent au moins chercher à imaginer à quoi pourrait ressembler une autre société que l'économie de marché, donc le système capitaliste. Alors j'ai dit que vous étiez très les gens vous aiment bien, comme ça les sondages le prouvent, et puis on le sait quoi. Vous ne faites quand même pas l'unanimité. Avant de rejoindre nos autres invités, je vous propose d'écouter le sociologue Jean-Louis Missika. C'est son droit de riposte. Regardez.
Il y a du Sarkozy chez Besancenot, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de parler un langage direct, un langage du sensible plus que de l'intelligible, et un langage qui est en quelque sorte en phase, qui fait écho à des émotions fortes que ressentent les gens. La partie, justement, idéologique et révolutionnaire est un peu masquée, elle est un peu dissimulée. Il y a de l'hypocrisie là-dedans, parce qu'il est à la fois capable d'affirmer la nécessité des luttes sociales, mais il ne va jamais jusqu'à l'idée de la lutte armée, il n'explique jamais ce que c'est qu'une révolution violente. Or, le dilemme est toujours le même, réforme ou révolution, démocratie ou dictature. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Louis Missika? Révolution, réforme, dictature ou démocratie? Révolution et démocratie socialiste, voilà. Donc je ne me cache pas d'ailleurs derrière mon petit doigt, contrairement à ce que j'entends, quand même porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire, qui a écrit sur la question de la violence et de la révolution un livre sur Che Guevara. J'en parle très tranquillement d'ailleurs. Oui, puisqu'on parle de violence en politique. Che Guevara, bravo. Che Guevara, une braise qui brûle encore. Avec Michael Louis, mon Absolument. Comparse. Mais voilà, mais sur la violence en politique, ce qui serait bien, c'est de poser la question à d'autres personnes que les révolutionnaires de temps en temps. Je pense que Nicolas Sarkozy, côté violence en politique, violence sociale, répression du mouvement social, répression du mouvement syndical, il sait ce que ça veut dire. Et dans toutes les manifestations qu'on évoquait ensemble tout à l'heure, il y a eu de la violence et de la répression, de la vraie. Il y en a encore dans les quartiers populaires en ce moment. Il y a une violence. Il faudrait poser la question à Sarkozy. Répondre une autre violence. Moi, des manifestations que j'ai vues, par exemple, ces derniers mois, par exemple, les familles de rue de la Banque, qui venaient s'installer pour réclamer un logement de façon digne, avec fierté, elles n'ont jamais utilisé à aucun moment de la violence. Et pourtant, du pouce-pouce avec la police, il en a fallu pendant plus de 2 mois avant d'arriver, par ailleurs, à un protocole qui est plutôt une victoire, même s'il faut rester vigilant. Vous connaissez tout le monde autour de cette table, j'imagine, à peu près, des amis proches, des amis lointains. Enfin bon. Vincent Peillon, tiens, quel regard portez-vous sur cette mue annoncée de la LCR? L'émergence de ce nouveau mouvement Attrape-tout peut être aussi Attrape-tout PS. Les déçus du PS, en gros. Non, je les connaissais. Je pense que la gauche est figée, autant la gauche réformiste que je représente, que la gauche révolutionnaire que veut incarner Olivier Besancenot depuis trop longtemps. Et finalement, ce qui se passe à la gauche de la gauche, comme on dit, la réflexion, qui n'est pas nouvelle quand même, puisqu'il y a eu, avant l'élection présidentielle, les tentatives, je le vois dans certaines parties du Parti socialiste, au Parti communiste, qui est en train de malgré tout s'effondrer et qui cherche un certain nombre de débouchés, dans beaucoup d'associations de lutte, je pense par exemple à Attac et d'autres, il y a la volonté de créer un mouvement de revendication qui ne trouve pas à s'incarner dans la gauche qui veut gouverner, la nôtre, la gauche réformiste. C'est embêtant quand même. Non, c'est la tradition française. Vous n'êtes pas obligé de vouloir que tout soit monocolore, qu'il n'y ait qu'un seul parti. Obligé de flirter constamment avec le centre. Ce que je pense, c'est que ça fait partie, puisque c'est la question que vous me posez, d'une vraie nécessité pour la gauche française dans ce cycle. 3 élections gagnées par la droite, une extrême violence sociale, j'en suis d'accord, de l'actuelle droite au gouvernement, il y a nécessité de se reconstruire. Mais il y a nécessité pour nous, et il y a manifestement nécessité aussi pour l'extrême gauche. Je crois que la recherche des uns et des autres, c'est d'être utile. Et de ce point de vue, il y a du travail. Bruno Gollnisch, je vous sais attentif à tout ce qui se passe à gauche. Partout. Vos affinités électives aussi. Comment vous ressentez ce changement de nom? Vous aussi, vous allez faire ça au Front National? Parce que trop marqué par un passé trop lié à Jean-Marie Le Pen? Non, nous n'avons pas renié notre passé ni notre engagement national. Je crois, en revanche, que M. Besancenot et M. Krivine, en faisant cela, essaient de se démarquer quand même de l'image qui colle à la peau du communisme, qui a été le régime le plus sanglant et le plus néfaste qu'ait connu l'histoire de l'humanité, et que M. Besancenot essaie de masquer cela. Et il essaie de masquer aussi peut-être son internationalisme, parce que la critique des excès du capitalisme anonyme, ça, elle est justifiée. Mais le problème, c'est de savoir comment vous faites on la lutte. critique du capitalisme. Je vous dis que vous faites des émules. Oui, mais le problème, c'est de savoir comment on lutte contre cela. Est-ce qu'on défend les identités particulières, ou est-ce que, certes, on est hostile à la libre circulation des capitaux, mais on est favorable au grand brassage, au grand melting pot, au grand mondialisme qui va niveler les cultures, détruire les identités. Et la réponse du Front National, mais de beaucoup d'autres, elle est en faveur de la défense de ces identités. Dominique Régnier, vous pensez que c'est pertinent, ce changement, tout ça, etc. Vous qui... le politologue avisé, là. Oui, alors je crois que Olivier Besancenot a raison de chercher à fonder une nouvelle organisation, parce que la situation est effectivement nouvelle, ça a été dit. Il a avec lui, je dirais, 2 alliés. Un allié malgré lui, un allié rusé et conscient. L'allié malgré lui, c'est le PS, qui dans sa grande maladresse, cette espèce de contradiction fondamentale sur l'Europe,
et sa façon de dire en campagne électorale ce qu'il ne fera pas au gouvernement, en effet, fait des déçus qui profiteront, qui vont nourrir le parti que va fonder Olivier Besancenot, et puis un allié rusé et conscient, c'est Nicolas Sarkozy, qui évidemment a un intérêt politique. Sarkozy, allié de Besancenot. Bien sûr, mais je pense que les Besancenot le sait très bien. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a intérêt à ce qu'il y ait une gauche au PS qui pompe le maximum de suffrages pour empêcher le PS de pouvoir un jour prendre le pouvoir. Ça s'est fait en Allemagne avec le parti de la gauche, Linkspartei, qui depuis maintenant 2-3 ans fait 10% à gauche du SPD et qui oblige le SPD à s'allier avec la droite ou bien à ne pas gouverner et à laisser la droite gouverner toute seule. Et vous dites que Besancenot est conscient de ça. Je suis sûr qu'il est conscient de ça, c'est de la politique. Alors, sous-marin de Sarkozy Sous-marin, Non, enfin, allié. Allié, oui, bien sûr. Bah écoutez, ouais, c'est évident. Je veux dire, j'entends la petite musique depuis quelques mois plutôt rigolote, en effet, de dire que ceux qui sont les plus visibles dans les résistances qui ont été concrètement sur le terrain face à Nicolas Sarkozy sont les meilleurs alliés de Nicolas Sarkozy. Donc j'imagine que ceux qui ont été invisibles face à Nicolas Sarkozy sont les meilleurs opposants à Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est un sens de la dialectique qui m'échappe un petit peu, très sincèrement, qui serait presque risible si, une fois de plus, il n'y avait pas ce thème de la répression et qui devient un peu gonflant. Parce qu'il y a des militants de la LCR aujourd'hui qui sont à la Poste, à la SNCF ou dans des entreprises du privé, et simplement parce qu'ils l'ouvrent, et simplement parce qu'ils ont été dans des combats, sont en train de se faire licencier et sont en train de subir de la répression. Donc l'idée que ça amuse l'UMP, ça l'amuse au bout d'un certain point, et dès que ça devient un peu tendu, c'est-à-dire sérieux, et on l'a vu en partie, de façon un peu comme ça embryonnaire au moment des régimes spéciaux, je me souviens de ce qu'on a raconté de nous. Moi, le problème, c'est discuter politique plus que de la théorie du complot qui est derrière quoi, qui apporte une orientation alternative globale. Je crois que le problème, c'est qu'à droite, non seulement ils tapent fort, mais qu'en plus, ils sont, comme je le disais tout à l'heure, de façon décomplexée, ils mènent une offensive globale. Il faut qu'à gauche, on soit non seulement capable de résister, mais d'offrir une contre-offensive globale. Et voilà, je pense que c'est ça dont beaucoup se sentent orphelins, plus que d'essayer de faire la voiture balai et ramasser les déçus de tel ou tel parti. Il s'agit d'abord de donner un correspondant à l'espoir de ceux et celles qui résistent. Il y a deux personnes qui ont parlé sur le plateau. Camille Toledo, vous êtes de la génération d'Olivier à peu près. Hein, vous êtes tenté pour ce nouveau parti, ce nouveau mouvement. Enfin, comment vous ressentez ça? Ouais, d'abord, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous remercier de la façon dont la table a été organisée, parce que je me sens tout à fait à ma place, c'est-à-dire entre Olivier Besancenot et Vincent Payon. Ça tombe bien, alors là. Et je dis, je vous remercie tout à fait. Mais je dis une autre chose, c'est que je dis Vincent Payon, et non pas le Parti Socialiste, non pas ce qu'il représente, et je dis Olivier Besancenot, et non pas le parti, sans doute qu'il représente. Je dis que ce sont deux personnes dont je partage une certaine vision de l'homme. Et une autre chose que je voudrais vous dire, c'est que j'ai aussi une sorte de chagrin, finalement, de tristesse. Quand je vois l'interview de Jean-Louis Missica, ou quand je vois la façon dont vous emportez, M. Besancenot, sur un terrain qui est uniquement de la stratège politique ou de la communication, je trouve que c'est au fond une tristesse. Voilà. Je suis désolé de vous avoir fait de la peine. Voilà. Vraiment, la prochaine fois, j'essaie de faire mieux. Ce que je peux vous faire, ça vous fera peut-être moins de peine, c'est que j'ai partagé un petit peu votre rêve de tout à l'heure. Et je voulais même l'étendre à un monsieur. Le rêve de non, Besancenot. votre rêve, le rêve qui est une forme d'alliance entre Olivier Besancenot et, disons, par exemple, Vincent Payon ici présent. Continuons à rêver ensemble, on va y revenir. Jean-Louis Bourlange, voilà. Oui, moi je voudrais faire deux remarques. D'abord, deux observations. D'abord, Olivier Besancenot, effectivement, réagit avec une sorte d'ingénuité indignée face aux accusations qui sont faites. Je voudrais simplement rappeler qu'en termes de vocabulaire politique, les notions d'alliés objectifs pour définir une situation où apparemment on est de gauche et en réalité on fait la politique de la droite. Vous dites la même chose. Ou la notion de vote révolutionnaire qui avait été mise en place par le Parti communiste qui consistait à voter à droite pour empêcher le Parti socialiste d'arriver au pouvoir, ce sont des concepts qui n'ont été inventés ni par la droite ni par le centre, mais par la gauche et l'extrême gauche. Donc, il est assez normal, on peut contester tout cela, mais il est assez normal que cette problématique soit présente quand on envisage la stratégie de la Ligue communiste révolutionnaire. La deuxième observation... Ça fait rire Olivier. Ça. Oui. Bon, je ne vais pas pleurer. La deuxième observation, je ne dis pas d'ailleurs que ce soit l'idée d'Olivier Besancenot que de favoriser la droite. Je crois pas du tout, je ne fais pas du tout ce procès-là. Mais je veux dire que l'interrogation sur l'utilité objective d'une stratégie, en politique, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, et il y a des jeux de causes et de conséquences. La deuxième observation... Et on termine là-dessus parce qu'on va passer à l'Europe. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est en réponse à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, je suis entre Besancenot et Vincent Payon. Non. Oui. Je suis entre... eh bien, ça
ça n'est pas possible. C'est pas possible d'être entre le PS et... Non, mais si c'est possible d'être à cette table, c'est possible de faire semblant de croire qu'on est, mais ça n'est pas possible tant que la gauche n'aura pas fait un choix clair, un choix réformiste, comme le dit Vincent Payon, le choix de l'économie de marché et toutes ses conséquences, eh bien, elle sera dans une situation de marginalité. Et c'est mentir aux Français que de leur dire qu'on peut à la fois faire une politique social-démocrate ou social-libérale et une politique révolutionnaire. Les deux attitudes se comprennent, mais elles ne sont pas compatibles. Quand les Français auront vraiment intégré cette incompatibilité, on pourra peut-être progresser sur autre chose que sur des mots dans le débat public français. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, il ne faut pas être trop au milieu, comme ça, du PS et d'Olivier Besancenot. Alors, l'actualité cette semaine, elle n'est ni communiste ni révolutionnaire, évidemment, quoique. Elle sera européenne. Une révision constitutionnelle sera soumise au vote des parlementaires réunis à Versailles demain. Et si elle est adoptée mercredi et jeudi, députés et sénateurs pourront ratifier le traité dit simplifié. Je ne sais pas qui a inventé l'expression, mais le traité dit simplifié, on va voir en quoi il est simplifié et pas simplifié. Tout cela réveille évidemment les plaies non cicatrisées, en tout cas du référendum de mai 2005, on va y venir. Mais pour lancer le débat, je vous propose d'écouter le journaliste italien Alberto Toscano, très remonté contre les nonistes français, un peu dans votre genre, Olivier Besancenot, Bruno Gollnisch, enfin je ne sais pas si c'est vous qui vise. C'est son droit de riposte. On lui répondra par une citation d'une personnalité italienne. Vous allez lui répondre. Voilà. Olivier, Alberto Toscano, écoutez-le. Écoutez, moi j'habite en France depuis 22 ans. Le pire moment que j'ai vécu pendant ces 22 ans en France a été le 21 avril 2002 et le 29 mai 2005. C'est les deux moments où une France qui veut se renfermer en elle-même, qui a peur de s'ouvrir, a eu le mieux sur la France qui veut s'ouvrir. Des milliers de fois, j'ai entendu la phrase « l'Europe, oui, mais pas celle-ci ». Forcément, l'Europe qui existe est un compromis. Et forcément, l'Europe de demain ne pourra qu'être un compromis. Alors, Français, ayez le courage de vous ouvrir. Notre président, en tout cas, a eu le courage de s'ouvrir à l'Italie. On ne peut pas dire le contraire. C'est très fort de ce côté-là. Donc, Toscano date un peu. Mais enfin bon, comment vous lui répondez à ce confrère transalpin ? Mais dire qu'on a la peur de l'enfermement. Il trouve que la France vit fermée constamment. Oui, mais il faut qu'il regarde un peu plus près les choses. Nous, on a des alliés, là, pour le coup, très objectifs en Italie, dans le cadre du mouvement altermondialiste, du mouvement anti-guerre, et puis même d'une nouvelle organisation politique anticapitaliste, elle aussi, en Italie, qui s'appelle la Gauche Critique, et avec lesquelles, dans l'État espagnol, le Portugal... Vous voyez bien qu'il ne parle pas de ça, voilà. Il dit cette France frileuse. Oui, mais c'est important, France, parce que nous, par exemple, dans le parti anticapitaliste qu'on veut faire, c'est un parti anticapitaliste européen. Et nous, ça fait des années qu'on se bat concrètement sur le terrain pour construire en effet une autre Europe que celle-là. Parce que moi, depuis que je suis gamin, il y a une petite musique qu'on entend qui est aussi très agréable, qui consiste à dire le social, ça viendra après. Voilà. Donc en 86, on met le paquet. Et ça vient jamais. On fait. Écoutez, il suffit juste de faire la chronologie depuis 20 ans. Bon. Voilà. 86, c'est très court. Hop, on met le paquet. L'acte unique, liberté de circulation des capitaux. 92, Maastricht, on met le paquet, monnaie unique. Ensuite, on met le paquet pour les critères de convergence et le budget d'austérité, Amsterdam. Pareil pour Schengen, et on nous dit il faut attendre encore pour le social. Or, le traité qu'on est en train, là, de rediscuter et qui va être voté demain, reprend à 95%, en moins lisible, évidemment. D'ailleurs, comme ça que le Premier ministre du Luxembourg explique que c'est un succès. Le Premier ministre du Luxembourg, M. Juncker, il explique que c'est le traité constitutionnel européen de 2005, mais en beaucoup plus illisible, et c'est pour ça que c'est un beau succès. Voilà. Et M. Sarkozy, lui, pendant la campagne, expliquait qu'en effet, il renégocierait un traité sur quoi ? Sur les seules questions institutionnelles. C'est du bluff. On aborde les questions sociales et économiques. Or, dans le traité qu'on contestait et qu'on continue à contester maintenant, très simplement, c'est que ça interdit toute harmonisation vers le haut, dans le domaine social, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la protection sociale ou dans le domaine économique. On réagit. Et on uniformise vers le haut que la circulation des capitaux et toutes les attaques qui correspondent au vécu quotidien de millions de personnes en termes de directives. Vous vous êtes senti le fait pointé du doigt par notre ami, ce journaliste italien, qui apparemment n'apprécie pas le vote des Français, mais moi je ne fais pas de commentaires sur le vote des Italiens. Mais la preuve que la France est ouverte, c'est que ce journaliste qui apparemment n'aime pas beaucoup ma sensibilité politique, vit en France, c'est très bien. D'ailleurs, vous n'allez pas le chasser quand même. Bon, mais pas du tout, je ne veux pas le chasser, mais ça prouve quand même qu'il y a des relations internationales et un certain commerce sans qu'on ait nécessairement besoin de ce traité. Et alors, si ce traité est une si bonne chose, pourquoi est-ce que le peuple italien, pourquoi est-ce que la plupart des peuples d'Europe, à l'exception du peuple irlandais,
n'ont pas la possibilité de se prononcer par référendum. Pourquoi plus exactement est-ce que cette On possibilité... a peur, vous pensez? Mais écoutez, Non, mais juste une phrase. Monsieur D'Amato, ancien président du Conseil italien, et à mon avis assez proche de la personne que vous avez interviewée, et membre de la commission de la Convention Giscard, celle qui avait élaboré la Constitution. Il a dit du texte qu'on va soumettre au Congrès demain. Il a été décidé que le document devait être illisible. Je le cite mot à mot. Oui, s'il est illisible, c'est qu'il n'est pas constitutionnel. C'était l'idée. Si vous parvenez à comprendre le texte au premier abord, on risquerait des appels au référendum. Voilà l'expression cynique. C'est sérieux, ça? Cynique. Non, mais je vous crois. Je vous fais le serment. C'est incroyable. La citation. On fait exprès J'en ai tout un florilège de la même nature. À commencer par ce que j'ai entendu. À commencer par ce que j'ai entendu de Nicolas Sarkozy. Jean-Luc Bourlange. Lui-même, personnellement, j'ai entendu. Juste un mot de la fin. J'ai entendu Sarkozy, comme je vous vois quand j'étais. Comme vous me président, voyez moi? Oui, en petit comité, une dizaine de présidents de groupes au Parlement européen, dire si je décide qu'on ne passera pas par la voie du référendum, c'est parce que cette voie en France est risquée. Et si on passe par le référendum en France, le gouvernement britannique sera obligé d'avoir recours au référendum, et là, le texte sera rejeté. Autrement dit, le peuple vote mal, ne lui donnons pas la parole. Alors les louistes, là. Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de très malsain dans ce débat sur le référendum. Moi, je suis pour le référendum. Oui, ben alors. Mais je ne comprends pas... Vous expliquerez plus tard la position du PS, parce que je n'ai rien compris. Je ne comprends pas, avec plaisir... Je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, on fait comme si... Il y a deux mensonges qui sont terribles. Ça ne me gêne pas dans la tradition de l'extrême droite. D'une part, on nous explique que c'est un déni de démocratie. Moi, je fais quand même... écoutez, j'ai été candidat aux législatives dans un département qui a voté la somme plus de 60% non au référendum. J'avais en face des 6 candidats de gauche, 4 candidats de l'UMP qui sont aujourd'hui élus et qui ont fait très loyalement la campagne en expliquant que eux, ils proposeraient de passer devant le Parlement. Première chose. Donc il n'y a pas eu de mensonge démocratique, il faut quand même le dire, et c'est moi qui vous le dis. Et nous qui avons plaidé pour le référendum, nous avons été battus dans les urnes. Deuxièmement, quand même, la tradition parlementariste française, quand j'entends, y compris des socialistes, nous expliquer que passer devant le Parlement, c'est un véritable déni de démocratie, alors que l'on a constitué toutes nos traditions. Et d'ailleurs, depuis la Révolution française, et c'est la grande conversion des socialistes, à l'idée quand même que la démocratie représentative, ça avait une valeur, et on s'est battu contre vous, qui faisiez des appels à l'extrême droite en permanence à la démocratie directe, au référendum, au césarisme, au gaullisme. Donc je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on voudrait nous faire croire que seul le référendum est l'expression de la souveraineté populaire. Ça n'est pas dans notre tradition démocratique. Mais je vais vous dire pourquoi. Rapidement, pas trop de... Maintenant, s'il y a des raisons de poser cette question du référendum, c'est pour des raisons, non pas, alors là, je dirais, d'abandon de nos principes démocratiques, et on est en train de dévier, c'est pour le débat de fond, c'est-à-dire l'engagement de la France en Europe. Car il est évident, d'une part, que cette construction européenne pose beaucoup de problèmes, et deuxièmement, que si nous voulons être capables de débattre de ces problèmes et de réorienter cette construction européenne, nous avons intérêt à en parler très franchement. Et moi, vous voulez le référendum au risque de le perdre? Mais alors là, je viens... Enfin, vous êtes sûr que le non va passer si vous voulez le référendum? Vous me permettez de conclure sur une chose qui va vous éclairer. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai fait la campagne du non. Non, j'ai demandé la consultation des militants du Parti socialiste parce que moi, je suis pour la démocratie sur cette question. Ils ont voté, nous sommes pour le traité en 2005. Et là, un certain nombre de personnes qui, avec moi, Laurent Fabius, Henri Emmanuelli, avaient demandé cette consultation démocratique, se sont affranchis du vote qu'ils avaient eux-mêmes demandé. Or, la grande difficulté du Parti socialiste aujourd'hui, vous le savez bien, et moi je mets tout sur la table, c'est qu'il vient de voter qu'il était pour ce traité. Il y a eu une consultation. Donc nous avons répondu oui. Et un certain nombre de gens s'affranchiraient encore de cette démocratie. Donc je suis pour la démocratie, je suis contre le fait quand même d'expliquer que le référendum serait la panacée démocratique. Et troisièmement, il faudrait venir au contenu européen, parce que ce n'est pas parce qu'on est pour ce traité que l'on pense quand même que tout va bien en Europe. Merci. Dominique, Jean-Luc Bourlange, je voudrais faire une observation sur ce qu'a dit M. Gollnisch, et sur ce point, je crois qu'il a raison de souligner la dimension internationale de cette affaire, mais pas de la façon dont il le fait. En réalité, je crois que tous ceux qui nous regardent et nous entendent doivent bien comprendre une chose, c'est que le choix n'a jamais été entre le traité de Lisbonne par voie référendaire ou le traité de Lisbonne par voie parlementaire, mais le traité de Lisbonne
ou par voie parlementaire, ou le traité de Nice. Pourquoi ? Parce que les Néerlandais, les Anglais, mais aussi les Allemands nous ont dit, si vous ne prenez pas l'engagement, je ne dis pas qu'ils ont eu raison ou tort, je dis, si vous ne prenez pas l'engagement de faire ratifier ce traité par voie parlementaire, nous ne signerons pas quelque chose d'aussi aléatoire où vous allez nous emmener. En quoi il est simplifié ? Attendez, en quoi il est simplifié ce traité ? C'est autre chose. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Il n'est pas simplifié du tout. C'est pas la question. Il n'est pas simplifié. Ah bon, alors c'est pas du tout la question. Il est réduit. Non, mais c'est pas. On revient. Ce que je veux dire sur ce point, c'est quand même très important et je vais venir à la question référendaire et à votre question. C'est que la réalité de la chose, c'est que nous avons le choix, que le choix réel, indépendamment de tout ce qu'on met dedans, c'est entre le traité de Nice ou le traité de Lisbonne. J'ai peur que nos téléspectateurs n'aient pas en tête absolument par cœur le traité de Nice. Non, mais justement, vous plaidez, cher Serge Moatti, pour la ratification parlementaire en disant cela. Car effectivement, les différences, et je viens entre le traité de Nice et le traité de Lisbonne... Cher Jean-Luc Bourlange, dans ce cas-là, il ne fallait pas nous demander oui ou non. Moi, j'ai toujours été hostile à l'idée que ce qu'on nous présente une constitution qui n'en était pas... Comment on peut répondre à quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas? Vous dites que c'est illisible. J'ai dit qu'il y avait... Vous élisez des députés... Vous avez élu des députés de droite, du centre, de la gauche. Et vous trouvez ça mieux de passer ça? Non, mais j'ai compris. Le référendum était quelque chose d'invraisemblable. Sur quoi Non, pas du tout. Ne caricaturez pas. Que se passerait-il si vous votez? Non, mais écoutez, soyons clairs. Vous n'allez pas. Il y a 3 choses essentielles comme modification du traité. Il y a une modification de l'exécutif. Une présidence sur 2 ans et demi. Oui, enfin, oui, une présidence d'un président avec peu de pouvoir. Non, une modification plus complète de l'exécutif. Enfin, c'est très technique, malgré tout. Une extension. Oui, c'est très technique. Non, je sais, le président du Conseil européen n'aurait pas tellement de pouvoir. Deuxièmement, vous avez une modification à terme également favorable, d'ailleurs, notamment favorable aux grands pays, mais très limitée, de la prise de décision au Conseil des ministres, et vous avez une extension très marginale, conformément à ce qui s'est fait au cours des traités d'Amsterdam et de Nice, une extension très marginale du champ de la majorité qualifiée, c'est-à-dire qui permet une décision, et de la codécision, c'est-à-dire l'association du Parlement. Est-ce que vous pensez, c'est là où je voudrais en venir, est-ce que vous pensez qu'on peut convoquer le peuple français en lui disant, voilà, mesdames et messieurs, vous allez passer un dimanche à voter sur la modification de l'exécutif, la modification de la pondération des voix et l'extension de la majorité. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si c'est non, une phrase encore. Si c'est non, ça veut dire que les Français, très logiquement, répondront à d'autres questions, ce qui est parfaitement compréhensible. Alors, il y a beaucoup de demandes de parole. Sarkozy, pour ou contre le libéralisme, pour ou contre. On répond à autre chose que la question posée. Donc la question posée ne peut pas être traitée dans un cadre référendaire. Simplement, un rappel, on peut faire des reproches à Nicolas Sarkozy, mais pas celui de ne pas avoir prévenu les Français. Quand il était candidat, il a dit très clairement, si je suis élu, il n'y aura pas de référendum, je renégocierai un traité simplifié, la formule peut être commentée, mais je passe là-dessus, et ce sera par voie parlementaire, qui est une voie, en effet, démocratique dans notre tradition européenne. Mais nous étions prévenus. Il a terminé premier. J'ajoute que les 3 finalistes, si je puis dire, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal et François Bayrou, avaient soutenu le traité européen. Ils étaient pour le oui. Il faut aussi tenir compte de cela. Mais je vais ajouter une dernière chose, ici. Si Nicolas Sarkozy avait annoncé, en cas d'élection, il y aura un référendum, ce qu'avaient annoncé Ségolène Royal et François Bayrou, eh bien, il n'aurait pas pu négocier quoi que ce soit avec les Européens, parce que si vous ouvrez une négociation européenne sous la menace d'un référendum national qui en effet portera sur l'impopularité du pouvoir, on votera non. Il faudra commencer encore. Vous êtes sûr de ça? Absolument. S'il y avait un référendum demain, ça serait non. Et je pense d'ailleurs avec un non à combien? 55 ou 60. Allez. Parce que Serge Moatti, le pouvoir est impopulaire, la conjoncture économique n'est pas bonne, l'Europe est compliquée, le monde fait peur. Pourquoi les gens iraient voter oui? Ils vont protester. Sauf à penser que les gens, comme vous dites, sont des abrutis et comprennent rien. Je voudrais quand même rappeler que le 29 mai 2005, il y avait déjà un pavé du traité constitutionnel européen qui était théoriquement illisible, qui abordait des détails, dans le moindre détail, des questions institutionnelles, économiques et sociales, et que les gens s'en sont emparés. Pourquoi il y avait un référendum? Quand vous dites que Nicolas Sarkozy a fait la promesse qu'il n'y aurait pas de référendum sur le nouveau traité, c'est faux. Il a dit qu'il n'y aurait pas de référendum sur un nouveau traité simplifié et très concrètement, il disait qu'il ne toucherait qu'aux seules questions institutionnelles.
Or, le traité que nous avons sous les yeux, je vais terminer, le traité que nous avons sous les yeux est aussi illisible que l'ancien, 255 pages, là-dedans 12 protocoles, 53 déclarations, aborde à la moitié de son texte les questions sociales et économiques étaient la partie 3 qui avait beaucoup fait jaser du traité constitutionnel européen. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc la question elle est plutôt simple. C'est que ce n'est pas un débat abstrait pour savoir si oui ou non la voie parlementaire est légale ou pas légale. Il y a eu un référendum sur un texte qu'on nous représente cette fois-ci. Moi, je voudrais juste citer en 2 secondes. Attendez, en 2 secondes. C'est inexact. Comment Monsieur Moitié, Angela Merkel, la substance de la Constitution est maintenue. Zapatero, nous n'avons pas abandonné un seul point essentiel de la Constitution. Déclaration du Premier ministre de la République d'Irlande, 90% de la Constitution est toujours là. Seuls des changements cosmétiques ont été opérés d'après Václav Havel. Monsieur Giscard d'Estaing nous expliquait dans Le Monde encore très récemment que c'était les mêmes outils dans un ordre différent dans l'outil. Donc la question, et je vais terminer, merci, merci, je vais la poser plutôt à Vincent Peillon parce que la balle est quand même en partie dans la position de la direction du Parti socialiste dans le vote de demain. C'est-à-dire, on peut avoir des discussions à tel ou tel moment. Vous pouvez être l'interprète de la position du PS, vous ? Pardon ? Vous pouvez être l'interprète de la position du PS ? Non, même encrypté, je m'excuse. Juste simplement la bataille de ceux et celles, par exemple. En clair, alors. Non, mais de ceux et celles qui se sont rassemblés hier. On a fait un meeting unitaire, ça n'a pas fait la une de l'actualité, mais il y avait Marie-Georges Buffet, il y avait José Bové, il y avait Arlette Laguillet, il y avait Jean-Pierre Chevènement, il y avait Jean-Luc Mélenchon, il y en avait d'autres qui réclamaient simplement la chose suivante. Quelle question vous avez posée ? Elle est très simple, c'est est-ce que oui ou non, à 90%, le traité qu'on a sous les yeux reprend l'ancien, premièrement, et deuxièmement, est-ce que oui ou non, c'est pas l'occasion, en votant contre demain, de faire respecter l'engagement que vous aviez vous-même pris au moment des élections présidentielles, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il y ait un référendum. Donc moi, la question, elle est simple, c'est quelle est la position de la direction du PS demain au moment du vote du Congrès ? Alors, d'abord, et tout le monde peut le comprendre... mardi, Oui. Non, je trouve... Il ne faut pas éviter les vrais problèmes. Bon, alors, je vois bien que tout le monde tortille des fesses sur une affaire qui ne va pas s'arrêter mardi, parce que la construction européenne, c'est notre avenir. Et la possibilité de clarifier notre position par rapport à la construction européenne, c'est un élément déterminant de la reconstruction de la gauche française et sans doute de la fin de la crise d'identité nationale qu'on vit depuis longtemps et qui fait le beurre de M. Gollnisch, y compris avec ses affaires européennes. Mais alors, je souhaiterais qu'il n'y ait pas de crise de l'identité nationale. Alors, si vous permettez, par rapport aux questions qui m'intéressent plus d'Olivier Besancenot. D'abord, 2005-2008, pourquoi il y a un changement d'appréciation chez des gens comme moi et à quelles conséquences ça nous amène ? Il y a eu l'élection présidentielle, non ? C'est pas ça ? Quel est l'intérêt de dire non à un traité constitutionnel dans lequel il y a la Constitution, c'est-à-dire l'organisation des pouvoirs, et effectivement ça n'a pas changé, et puis il y avait, tout le monde disait, gravé dans le marbre, les politiques d'orientation libérale incontestablement de l'Europe. En 2005, nous considérons, nous, très Européens, que devant l'absence d'harmonisation fiscale, devant l'absence de budget européen, il faut mettre un coup d'arrêt pour obliger à une renégociation. Tout le monde s'est moqué de nous, c'est très difficile sur les plateaux. Il n'y en a qu'un qui était honnête intellectuellement, c'est Jacques Delors qui dit c'est vrai. Si vous barrez la négociation maintenant, les gens vont revenir autour de la table pour renégocier. Et là, dans l'esprit de gens de gauche que nous sommes, sur la directive service public, sur le budget européen, sur l'harmonisation fiscale, on s'est dit on va avoir du grain à moudre dans cette renégociation. Non pas pour faire le grand soir, on sait bien qu'il faut faire l'Europe à 27, mais pour orienter de façon plus positive. Parce qu'il faut un rapport de force, on ne peut plus se satisfaire du grand écart entre l'Europe réelle et puis ce qu'on raconte nous, y compris aux élections européennes. Faisons un petit bond. Nicolas Sarkozy était du président de la République. Donc qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, il trahit totalement le nom français. Il mène cette négociation. Cette renégociation a bien eu lieu. Il la mène, comme tout ce qu'il fait, très vite, à minima, dans une perspective libérale et uniquement de communication, jusqu'à fâcher d'ailleurs les alliés allemands. Mais à partir de là, et tout en disant cela, ce traité n'est pas satisfaisant. Nous avons à nous battre pour réorienter la construction européenne. La vérité, c'est que si aujourd'hui nous ne prenons pas les petites avancées démocratiques de la Constitution, pour le reste, les traités demeureront, puisque c'est l'acte unique, comme le disait Besancenot, puisque c'est aussi ce qu'il y avait avant. Eh bien, ce sera pire encore, on en restera à Nice. D'accord, vous êtes obligé de faire quoi ? C'est de la résignation. Mais aussi pour mener les combats politiques qu'il évoquait, c'est-à-dire la présidence française. Rien dans les propositions de Sarkozy sur les services publics, rien dans les propositions de Sarkozy sur l'harmonisation fiscale, l'Europe sociale, est-ce qu'elle est là ? L'immigration. L'Europe sociale dont Donc il faut bien, se battre dans ce cadre politique. Donc nous devons engranger cela, pas prendre le risque de laisser encore le champ libre à toutes et davantage les forces libérales, et puis mener est-ce que je peux poser une question très concrète parce que ça n'est ni le même texte, puisque sinon... Alors, on se contredit par rapport à ce qu'on dit. La troisième partie, on va constitutionnaliser, graver dans le marbre. Ça n'y est plus. Ni le même contexte.
Et nous avons intérêt à mener les combats, y compris démocratiques et sociaux, dans le cadre de l'Europe, pas nous mettre en dehors pendant 5 ans et pas rester à Nice, qui est bien pire malgré tout que ce ministère. Est-ce que je peux poser une question très concrète? parce que la discussion est sur les combats communs, je voudrais savoir où ça en est par rapport à la question des combats communs qu'on voulait mener. Oh là là. Si on pouvait mener la discussion jusqu'au bout sur la question fiscale, notamment. Non, mais c'est important de reprendre une discussion où il y a des combats, il y a une réalité, sur la question de l'harmonisation fiscale. Une discussion un peu abstraite pour savoir si à un moment donné, on pourrait faire, par exemple, un salaire minimum européen, des services publics européens. Donc se pose le problème du financement. Donc se pose le problème de la taxation des multinationales européennes. Donc se pose le problème d'une fiscalité européenne. En quoi, avec ce traité-là, on a avancé de la discussion qu'on avait ensemble en 2005, puisque je rappelle que même modifié, l'article 93 maintient par exemple en termes de fiscalité l'unanimité, ce qui fait qu'un pays que vous connaissez bien, pour y avoir été séjourné quelque temps avec Montebourg au moment de l'affaire Clearstream, c'est-à-dire le Luxembourg, pour ne pas focaliser là-dessus, où il y a quand même quelques paradis fiscaux, pourrait parfaitement s'opposer à toute mesure, un tant soit peu audacieuse, pour taxer les profits des plus grandes multinationales. Ça, c'est toujours dans ce texte-là. Donc je ne vois pas ce qu'a avancé dans ce texte-là, et au contraire, cette idée va amener une nouvelle fois un espèce de frein à toute possibilité d'avancer vers autre chose. Alors vous voulez compléter la question d'Olivier Besancenot. On est dans un monde absolument incompréhensible. Oui, parce que compte tenu des critiques qu'il a faites, M. Peillon devrait être pour le non. Et pourquoi faut-il un référendum? M. Peillon dit, comme d'ailleurs la droite parlementaire ou l'UMP, il n'y a pas besoin de référendum parce que Sarkozy a dit, mais quand il était avant de se faire élire, moi je n'aurais pas recours au référendum. D'abord, M. Régnier... Alors posez votre question, ce qu'il faut. Il oublie une chose, M. Peillon, c'est qu'il y a eu déjà un référendum par lequel le peuple français, le 29 mai 2005, a massivement rejeté le texte d'une constitution. Or, tous les observateurs sérieux, ceux que M. Besancenot a cités, mais y compris d'ailleurs M. Bourlange, qui a eu l'honnêteté de le reconnaître à France Culture le 27 juin dernier, il a dit très exactement, toute la constitution y est, dans le texte actuel. Il y a un principe absolu en politique, c'est que le peuple est l'autorité suprême. Et seul ce que le peuple a fait, le peuple peut le défaire. Non, mais ça, oui. D'autant plus que de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas simplement, M. Besancenot, de politique fiscale. Il s'agit de l'indépendance de la France. Il s'agit de savoir... Mais les députés, pour vous, c'est les représentants du peuple, on est d'accord? Oui, ce sont les représentants du peuple. C'est la raison pour laquelle nous faisons une manifestation pacifique le mercredi 6 février à 12h30, place Édouard Herriot, derrière l'Assemblée nationale. Et j'invite tous les patriotes qui veulent défendre l'identité française et l'indépendance française à nous y rejoindre. Monsieur Peillon, vous avez deux questions. Non, on va pas faire une conférence de presse pour ça. L'Europe sociale et... Brièvement, d'abord, dénaturation de mon propos, comme d'habitude, par Gollnisch. J'ai dit que j'étais pour le référendum. J'ai dit que je ne trouvais pas juste les arguments qui consistent à parler de déni de démocratie quand on passe devant le Parlement. Et là, il y a un glissement très sérieux. Donc, je continue de dire que je suis pour le référendum, mais que je ne partage absolument pas ce type d'argumentation. Quand elles viennent de l'extrême droite, j'y suis habitué. Oui. Quand elles viennent de la gauche, je dis prudence, parce que taper sur le Parlement tout le temps, expliquer déni de démocratie après une campagne présidentielle, ça aura des conséquences dans les années qui viennent. Sur ce que dit Besancenot, ça renvoie à ce que nous a très bien dit Bourlange, c'est qu'il a raison. Simplement, le fait de refuser ce traité concernant l'harmonisation fiscale ne fera faire aucun progrès. Nous n'avons pas obtenu dans la négociation la majorité qualifiée sur les problèmes fiscaux. Et même le commissaire européen, quand je lui ai posé la question en charge en 2004 de l'harmonisation fiscale, qui était à l'actualité de l'agenda européen dans les années 2000, Mario Monti, etc., m'ont dit, Monsieur Peillon, c'est une affaire qui est finie. Donc c'est un combat considérable. Mais si on refuse le traité de Lisbonne et qu'on reste dans Nice, on n'a pas un progrès de plus. Par contre, plus de pouvoir pour le Parlement, une Europe mieux identifiée, les tout petits progrès démocratiques, je ne suis pas sur la question sociale, nous permettront de mieux nous battre. Donc on a l'exemple. Le fameux clivage qui continue. Parce que le choix n'est pas entre l'Europe qu'il souhaite, et évidemment je partage beaucoup de points. Vous êtes réformiste, il n'est pas à votre façon. Non, mais c'est pas ça. La vérité, c'est qu'on n'a pas le choix entre l'Europe de Peillon et l'Europe réelle. On a le choix entre l'Europe de Nice et l'Europe de Lisbonne. C'est ça qu'il faut dire aux Français en maturité démocratique. Or, dans l'Europe de Lisbonne, par rapport au combat que nous avons à mener, il n'y a pas de régression par rapport à l'Europe de Nice. Il y a des tout petits progrès insuffisants. Et si on ne les prend pas, on aura beaucoup plus de mal à se battre sur nos valeurs, y compris du salaire minimum. Pour la première fois, les sociodémocrates, y compris les Allemands, ont mis ça à leur agenda. Donc nous commençons à progresser dans la discussion avec eux, parce qu'il faut aussi convaincre les autres. Si nous nous mettons encore une fois dehors en interrompant le processus,
nous ne serons pas capables de Mais peser encore, on sur était eux. dehors depuis 2005. C'est pour ça qu'au bout d'un moment... Non, mais parce que moi, j'ai entendu l'argument, on était responsable de beaucoup de choses. Les partisans du non-de-gauche, on a été responsable de la crise européenne, plus rien ne fonctionnait. Sauf que depuis 2005, très concrètement, il y a des tas de directives qui ont continué à être appliquées. Je pense à la directive de libéralisation totale du marché postal. Je pense par exemple à une directive qui a repris à 70% la directive Bolkestein. Je pense à l'énergie, je pense à toute une série de domaines. Bolkestein. Voilà, mais donc dans ce domaine-là, on ne fera pas croire que l'Europe ne fonctionnait plus après. Qu'est-ce que les gouvernants européens ou français pouvaient comprendre du non en 2005 ? Il y avait dans le non l'extrême gauche, l'extrême droite, des morceaux... Et des noms différents, évidemment. Il y avait des tas... Le non néerlandais n'était pas pour les mêmes raisons. Le oui espagnol, qu'on n'a pas cité, le oui luxembourgeois, c'était différent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne de ce mélange de noms ? Il y a des noms nationalistes qui sont d'ailleurs... Vous avez parlé, vous, de vertige social-nationaliste. Oui, c'est toute la fraction de la gauche du non qui a utilisé l'argument... Un exemple avec M. Gollnisch, il est quand même condamné qui a utilisé pour l'argument révisionnisme. souverainiste ou chauviniste pour faire prospérer son opposition au traité. Mais c'est ça qui est difficile à comprendre. Quelle est la force politique du non en France ? Qu'est-ce qu'on met dans le non ? Est-ce qu'on met Olivier Besançon ou M. Gollnisch ? D'abord, M. Payon, je ne suis pas condamné. Cette décision inique que l'on doit en partie aux lois que vous avez fait voter n'est pas contre l'état de droit. Heureusement qu'on est protégé par des lois contre les Non, j'ai le droit comme parlementaire, comme vous, de proposer l'abrogation et de proposer l'abrogation des lois. Non, on n'a pas levé mon immunité. Vous ne pouvez plus enseigner et vous êtes pour l'instant condamné en appel. Stop là-dessus. Je sais que ça vous... Mais juste un mot, ce qu'a dit M. Régnier. Il dit le non vient d'horizons différents. Il y a des ménagères qui ont des goûts différents, mais qui n'achètent pas tel ou tel pot de moutarde. On ne peut pas leur imposer le pot de moutarde. On ne peut pas leur imposer le pot de moutarde sous prétexte que leurs motivations sont différentes sur les pots de moutarde. Moi, je voudrais, si vous me permettez, vous savez que j'ai démissionné il y a quelques semaines du Parlement européen parce que je suis, comme vous l'avez dit, assez désenchanté. Cette conversation, d'ailleurs, me confirme dans mon désenchantement, c'est que je crois que tout cela est fondamentalement, et depuis quelques années, un théâtre d'ombre. D'abord parce que le traité constitutionnel, c'était une blague. C'est-à-dire que, et ça je l'ai toujours dit, ce n'était pas une constitution qui nous était proposée, c'était un emballage extrêmement flamboyant pour un changement extraordinairement limité. Et toute la population française et les hommes politiques se sont embrasés sur quelque chose qui, en réalité, n'avait pas de substance. Aujourd'hui, deuxième, ce qu'on nous propose, c'est qu'on enlève l'emballage époustouflant et il reste ce très peu de choses qui, d'ailleurs, est dans l'ensemble plutôt positif. Troisièmement, je ne comprends pas le raisonnement qui a été celui, et je m'associe à ce qu'a dit Vincent Payon sur ce point, je ne comprends pas le raisonnement d'Olivier Besancenot qui consiste, enfin je comprends très bien qu'il soit pour le non pour des tas de raisons, mais je ne comprends pas son raisonnement qui consiste à dire je vote contre un traité, non pas parce qu'il contient, mais parce que je souhaiterais qu'il contienne et que de toute manière, en votant contre le traité, on n'obtient pas d'avantage. Et la quatrième raison de mon désenchantement, et qui répond à son souci sur l'harmonisation budgétaire, sur l'harmonisation fiscale, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Si l'Union européenne est à la peine, si elle avance lentement, c'est pour une raison très simple, c'est qu'elle est gouvernée, dans la plupart des cas, par des chefs d'État et de gouvernement qui n'ont aucune envie d'aller véritablement de l'avant. Ils sont très contents de l'Union européenne telle qu'elle est, mais vous ne trouvez pas. 27, mais l'élargissement, comment on fait marcher 27 Non, mais ça, on peut trouver. C'est un grand succès. Nous avons eu dans le passé de grands succès. Nous avons démocratisé les institutions. Nous avons fait l'union budgétaire, l'union monétaire, pardon. Nous avons réalisé le marché intérieur. Nous avons réalisé l'élargissement. Tout ça est derrière nous, et ce que je vois, c'est 27 chefs d'État ou de gouvernement, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont perdu le feu sacré. Alors l'Europe ronronne et va ronronner longtemps, et en revanche, il n'y a pas de raison de s'exciter là-dessus. D'accord, Monsieur de Toledo, comment vous réagissez ? Parce que la crise de la Société Générale, la crise des subprimes, le rejet de la mondialisation encouragé par l'Europe, dont parle Monsieur Gollnisch, est-ce qu'on ne mélange pas tout, perdu ? Est-ce que vous, par exemple, vous dites il faut se raccrocher à quelque chose, c'est pas possible,
on doit continuer. Comment vous réagissez à ce qui est dit autour de cette table? Non, mais d'abord, je suis très embarrassé parce que sur ces questions de procédure, je trouve qu'au fond, c'est très compliqué. Non, c'est pas que c'est. Moi, je trouve ça très compliqué. Oui, enfin, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est surtout que ça produit, à mes yeux, beaucoup de sottises et de faux débats fondamentalement, parce que. Après tout, d'abord, il y a une chose qui est stupide avec le référendum, c'est qu'on se retrouve à la même table que des gens comme M. Gollnisch. Vous y êtes, hein. Oui, mais moi je suis élu, monsieur, par un certain nombre de Français qui ne sont pas des demi-Français, et vous ne l'êtes pas. Non, absolument. Mais moi d'ailleurs, je revendique tout à fait le fait d'être un demi-Français, monsieur. Non. Absolument. Je serais même volontiers un métèque face à vous. Non, pas du tout. Et je serais assez ravi que vous me foutiez dehors, parce que comme ça, au moins, on saurait à peu près quel est le visage que vous avez. Je n'en ai pas du tout l'intention, mais ne contestez pas ma qualité d'élu. Je représente 800 000 Français qui souffrent, qui peinent, et qui n'ont pas un seul député ou un seul sénateur pour porter à ce qu'on ose appeler la représentation nationale leurs souffrances ou leurs espoirs. Non, alors donc moi ce que j'ai à dire c'est ça, c'est que d'abord il y a une forme de sottise dans le référendum, c'est-à-dire répondre à une question oui/non sur la question européenne. Alors moi, si vous voulez, vous m'avez invité peut-être pour ça et je veux peut-être un peu déplacer les choses. Pas trop, parce que... Allez-y, déplacez. Non, ce que je dis, c'est que... Bon, alors je vais vous raconter simplement mon enfance. L'enfance des critères les litanies des critères de convergence, si vous voulez. Il faudrait peut-être simplement cesser de faire croire aux peuples, aux Européens, qu'on veut les associer à ce processus, fondamentalement. Parce qu'il y a une fatalité européenne. La fatalité européenne, d'où elle vient? Elle vient des charniers, elle vient des guerres, elle vient du XXe siècle. La fatalité européenne est la raison qui revient. Et je me souviens, moi, au moment des discours sur Maastricht. Oui. La raison fondamentale qui était portée par des gens comme Mitterrand et autres, c'était de dire, écoutez, de toute façon, on vous demande oui ou non, mais fondamentalement, il faut voter oui parce qu'on ne veut pas que ça recommence. À cause de la paix, grâce on ne veut pas pour que ça recommence. On ne veut pas que ça recommence. Ouais. Donc, il y a un très beau terme de Derrida, il parle de la hantologie. Vous voyez, c'est une ontologie de la hantise. Nous sommes hantés. Les peuples européens sont hantés. Ils sont hantés par ce qui s'est passé au XXe siècle. Et donc, fondamentalement, la nécessité et la fatalité de l'Europe, elle est là. Je trouve ça tout à fait vrai. Maintenant, le problème, c'est lorsqu'on s'adresse aux Français, aux Danois, aux Espagnols, sur des histoires et de procédures et de traités. On leur dit pas, on leur dit, exprimez-vous sur ce traité. Les gens s'expriment sur ce traité. Les gens s'expriment. Et après, on leur dit, mais en fait, non, de toute façon, ça va se faire, parce qu'il faut que ça se fasse. Si vous voulez. Donc il y a un problème de la hantise. Il y a un problème de la hantise. Et lorsque j'entendais, je crois que c'était Daniel Cohn-Bendit, qui disait au fond, il y aurait peut-être ce moment, qui serait le moment de la table rase, qui ne serait pas le moment de l'oubli, qui serait le moment d'une autre forme de chose, où il disait il y a une assemblée constituante. C'est-à-dire dans tous les pays à la fois. Voilà. C'est-à-dire que ce moment, qui serait un moment d'effroi, fondamentalement, moi je me mets à la place de quelqu'un, on me dirait, j'ai pas été voté au moment du oui ou non. Je voulais pas faire ça, parce que je voulais pas me retrouver justement dans cette configuration-là. J'ai pas été voté. Bon. Maintenant, si demain on me disait, il y a une assemblée constituante, tout le monde vote au même moment, là il y aurait peut-être quelque chose qui se créerait, qui s'appellerait l'Europe. Non, une assemblée constituante. Oui. Une assemblée constituante des représentants qui définissent. C'est pas un mot magique, l'assemblée constituante, c'est quelque chose de très concret à l'échelle européenne. Merci beaucoup. Ce serait d'envoyer, par exemple, sur la base du suffrage universel, des délégations de chaque pays, dont le but sera en effet de discuter dans la même assemblée pour discuter des institutions de l'Europe qu'on veut construire. Et cette assemblée, mais historiquement, c'est ça. Je veux dire, les constitutions, soit elles viennent du roi, soit elles viennent d'assemblées constituantes dans l'histoire de la Grande-Bretagne, dans l'histoire de la France. Et c'est d'ailleurs dans la procédure, mais là qui n'est pas dans le sens procédurier, de tout ce qui ne va pas depuis la Convention de Giscard ou la Convention intergouvernementale qui a fait ça, c'est qu'à un moment donné, il ne suffit pas simplement de consulter le peuple pour lui demander oui ou non, mais de faire ensemble. Et nous, dans ce cadre-là, par exemple, c'est pour ça qu'on n'a strictement rien à voir avec le nom de droite, chauvin, raciste ou anti-turc. On est pour dépasser les frontières, et y compris par rapport aux pays qui peuvent taper à la porte. Moi, je pense à la Turquie. Moi, par exemple, je suis pour que... Vous êtes pour mais écoutez, oui, mais laissez parler les gens 30 secondes, ça fera du bien à tout le monde. La Turquie, moi, je suis pour qu'il y ait des conditions, que ce soit sur la reconnaissance du génocide arménien, la reconnaissance du droit des minorités kurdes. Mais ce qui est vrai, par exemple, pour des pays candidats, doit être vrai pour des pays qui sont membres de l'Union européenne, si je peux terminer, qui sont membres de l'Union européenne et qui ne respectent pas des droits élémentaires comme le droit à l'avortement. Ça fera plaisir à M. Gollnisch, qui est à ma droite dans tous les sens du terme. Le droit à l'avortement n'est toujours pas respecté dans des pays comme la Pologne, comme l'Irlande, qui sont membres, pas candidats. Et toute la logique de la société internationale qu'on veut construire, c'est de prendre le meilleur d'une législation sociale ou démocratique qu'il peut y avoir dans un pays pour en faire profiter à tous. Parce que j'ai le défaut de croire qu'on peut se partager autre chose que la misère dans cette Europe-là, où je le rappelle au passage, la banque des banques, dont tu parlais rapidement tout à l'heure, Clearstream, brasse quand même à elle seule
300 fois l'équivalent du budget de la France. Donc des moyens, il y en aurait pour faire autre chose sur le salaire minimum européen dont on parle tout à l'heure. Donc le problème, c'est en effet de se projeter vers l'avant. Et la question sociale, on peut la nier, elle revient d'une manière ou d'une autre. Il y a aujourd'hui des mobilisations un peu partout dans l'Europe et pas simplement dans les pays qui étaient membres historiquement de l'Europe, mais qui viennent d'y rentrer. Je pense notamment aux mineurs polonais qui font une grève justement sur le nivellement des salaires. Vous vous rendez compte, Olivier, par exemple, Besancenot, parce que 67% des électeurs qui ont voté non en 2005, beaucoup des vôtres, je pense, pensent qu'il y a trop d'étrangers en France. La question de l'immigration est aussi essentielle dans le refus européen. Comment on se débrouille avec ça? Mais ça, juste là-dessus. Nous avons en 95, la gauche est battue au second tour. Nous avons ensuite, en 2002, la gauche éliminée du second tour et un second tour Chirac-Le Pen. On s'en souvient tous. Oui, en 2007, Sarkozy est élu mieux que Chirac en 95. Comment veut-on qu'entre-temps, en 2005, ce soit un vote non de gauche? C'est un vote non nationaliste. C'est un vote de non très chauvin qui donne plus de force, malheureusement, au nationalisme. Et vous avez raison. Mais oui, il a disparu ce vote nationaliste-là. Monsieur Régnier, c'est un vote il y a une poussée nationaliste aujourd'hui. Il y a une poussée nationaliste aujourd'hui en Europe pour des raisons qu'on peut simplement décrire. National, visiblement. Parce qu'il y a, vous avez vu le sondage de ce matin. Il y a une pression. Quoi, vous faites comme ça? Il y a une pression. Non mais il y a une pression de la globalisation. C'est pas simplement l'Europe. Chacun le sait ici. Il y a une pression de la globalisation qui angoisse les Européens, qui se tournent vers l'Europe et en effet qui ne voit que des gouvernants. Peur des délocalisations, peur de tout ça. Du plombé polonais de retour, il revient. Et qui se tourne vers l'Europe, qui demande une protection. Et le Chinois, ce pays où, selon Martinez, on dort 35 heures par semaine, c'est ça? Les Européens demandent à l'Europe une protection que l'Europe ne leur fournit pas. Donc là, en effet, là, il est normal que malheureusement, c'est une chose qu'on peut malheureusement annoncer, si les Européens ne proposent pas une réponse européenne aux menaces qui pèsent sur les Européens, il y aura un retour sur la nation, le nationalisme, et je considère qu'on en a vu les prémices en 2005. C'est un moment compliqué. Heureuse perspective pour M. En gros, je suis d'accord avec ce que dit M. Régnier, ça n'est pas faux. Vous le souhaitez. Ce qu'il y a de nouveau dans ce traité, c'est qu'on passe d'une organisation internationale qui peut être une organisation internationale de coopération, d'échange de vues, de protection, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui avec l'ouverture des frontières au reste du monde, y compris des produits qui sont fabriqués à vil prix en Chine, oui, parce que les dictatures communistes, c'est des paradis pour les capitalistes. Là-bas, les gens n'ont pas de droit de grève, ils n'ont pas de liberté syndicale, ils sont payés avec des lance-pierres et ils fabriquent des produits qui viennent concurrencer les nôtres et ça ruine forcément les entreprises Et l'Europe, européennes. c'est au contraire la passoire pour vous? Mais là, ce qui est grave dans ce traité... L'Europe, c'est la passoire pour vous? Oui, c'est la passoire actuellement, bien sûr. Et M. Besancenot dit qu'il veut protéger le niveau social des Français. Mais quand les Turcs auront la liberté de circulation et de venir s'établir en France, quel sera le revenu de l'ouvrier français? Alors, mais ce n'est pas le plus grave, juste d'un mot. Le plus grave, c'est la fin de l'indépendance française. Et c'est la fin, à l'échelle de l'Europe, de ce qui a été le grand apport de l'Europe, la liberté des nations. La liberté des nations et leur souveraineté. Juste sur une note d'espoir, parce que je pense quand même que ça a été salvateur à plein d'égards. Ça a percuté le mouvement syndical français qui pouvait parfois avoir des réflexes chauvins. Je pense que c'est après le 29 mai qu'il y a par exemple eu des mobilisations exemplaires avec des salariés polonais dans le chantier naval de Saint-Nazaire, des salariés de Porcheville, de l'agence EDF, qu'on a été soutenir par exemple avec Marie-Georges Buffet, et qu'on gagnait, c'est-à-dire qui étaient en effet sur un chantier, qui gagnait moins que les salariés français. Et justement parce que cette question s'est posée de savoir dans quel sens on nivelle, vers le haut ou vers le bas, il y a des jonctions de solidarité qui sont en train de se faire actuellement. Et c'est pour ça, moi, Nicolas Sarkozy est décidément très en verve religieuse en ce moment, à regretter qu'on ait enlevé du projet de constitution européenne l'idée des racines chrétiennes de l'Europe. Si vous en dites juste un mot. Non, moi, je pense que l'Europe n'a pas vocation à être sponsorisée par le Vatican en particulier. Je suis pour une Europe laïque. Voilà. Mais d'ailleurs, ça n'a rien à je voir. relance. Je suis catholique et je reconnais que le Japon est un pays qui a des racines bouddhistes ou shintoïstes. Ça n'a rien à voir. Brièvement, pour réorienter cette Europe, par rapport à ce qui a été dit, qui était passionnant, on a à construire un esprit public européen. Et c'est dans le cadre de l'Europe et sans se mêler une nouvelle fois à ces gens-là qu'il faut le faire. Merci, écoutez, merci beaucoup, vraiment merci à tous. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Merci beaucoup Olivier Besancenot, merci à tout le monde, vraiment merci de votre contribution à ce débat capital. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup, au revoir, merci.